Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. Alors bonjour à nos chers auditeurs, bienvenue dans cette édition spéciale 2016. Il était juste à temps avant la fin pour qu'on fasse un petit best-of. Alors cette année ça aurait été l'année de tous les piratages, mais bon ça vous regarde pas, c'est un problème privé des tontons flingueurs. On essaye de se faire flinguer comme on peut. Et donc on voudrait faire une petite rétrospective 2016 en commençant par des moments qui nous semblent importants. On pense au Brexit, on pense à notre cher Trump. Nous, les tontons flingueurs, avons la chance d'avoir été les témoins et presque les acteurs de cette élection. Et puis quelques cadavres politiques de 2016. On ne vous en dit pas plus, mais vous savez à qui on pense. Alors pour Brexit, d'abord, pardon, il faut quand même dire que Nicolas Thor est avec nous. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Depuis la City, et puis Damien bien évidemment, tel un frère siamois, est à côté de moi. Alors ça vous fait quoi d'être obligé de garder le silence à cause des piratages? Disons que c'est frustrant, quoi. On aimerait bien partager toute notre joie parce que 2016 ça a été beaucoup de joie quand même. Il faut le dire. Ouais. Avec les auditeurs. Donc là ça va être une espèce d'explosion, je dirais. Un grand moment, on va tout partager au même moment, tout ensemble. Génial, exactement. Toi aussi Damien, Bah ouais, je trouve que c'est toujours ironique quand on se fasse traiter de fasciste alors qu'on nous refuse la liberté d'expression. C'est toujours intéressant. C'est très drôle. Et puis c'est bien évidemment fait de manière masquée parce que ça serait tellement plus drôle si on nous adressait des reproches directement. Mais bon, c'est fait de manière détournée. Et je commence à comprendre pourquoi il y a un certain nombre de gens, tu sais, comme Soral, dont je suis pas proche, je tiens à préciser, mais qui passent maintenant des vidéos entières à se plaindre, tu sais, en disant oui, alors en fait, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as pas de l'argent derrière, tu te fais rayer de la carte comme ça, sans raison. Mais bon, on va pas se plaindre, et en tout cas, on est joyeux, parce que quand on cherche la bagarre et qu'on la trouve, il faut pas se plaindre. Alors, Brexit, juin 2016. 24 juin 2016. Est-ce que ça a été une vraie surprise ou est-ce que ça a été une fausse surprise? Ça a été une vraie surprise parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les mois qui précédaient, les sondages, c'était pas les sondages n'étaient pas très éloignés les uns des autres, mais donnaient quand même le Remain, le oui gagnant, jusqu'à quelques semaines avant l'élection, jusqu'à 2-3 semaines où là on a commencé à avoir des sondages qui donnaient l'inverse, qui donnaient le non gagnant. Et puis quelques jours avant l'élection, il y a eu cette espèce de mongol qui allait abattre une députée dans la rue, et puis donc attentat d'extrême droite. Et là tout le monde s'est dit vous voyez bien, les gens qui sont pour le Brexit sont complètement tarés et ça va retourner l'opinion, un peu comme ça l'avait fait en 2004 en Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 3 jours avant les élections, donc c'était Aznar qui était Premier ministre. Il y a eu un attentat. Il y a eu un attentat tout à fait. Dans un train. Le 11 M. C'est la gauche qui a gagné, 3 jours plus tard. Donc là, dans les quelques jours qui précédaient l'élection, tout le monde s'était dit ça, enfin tous les observateurs avisés de la politique anglaise. Et puis donc moi je me souviens être allé me coucher le soir même en me disant je vais bien dormir tranquille et puis demain je m'en fous un peu. Tu vas dormir sur tes deux oreilles. Non, je vous dis ça parce que sur le plan des marchés financiers, ça avait un impact, ça a eu un gros impact quand même. Donc c'était plutôt là-dessus que je me suis dit je vais dormir tranquille parce que rien n'a changé. Mais et puis je me suis réveillé et là j'ai vu que c'était 52-48. Et à la grosse surprise. Donc c'était une surprise tout en étant a posteriori on peut se dire oui, on n'aurait pas dû être surpris en fait. C'est juste qu'avec cette histoire de député qui avait été assassiné, tout le monde s'était dit c'est plié, en fait c'était juste pas plié. Ouais.
Nicolas, est-ce que je peux te demander, est-ce que justement toute la question c'est de savoir si les sondages ont réussi à prendre le pouls de la société britannique, et est-ce que la dissimulation du non que les sondages n'ont pas pu comprendre venait du fait que le débat était peut-être hystérique, dans le sens où les gens du non n'ont pas, enfin il y avait une forme un peu de terrorisme intellectuel, Je dirais pas que le débat était hystérique, mais bon, c'est ma grande théorie, on en reparlera pour Trump, et puis c'est assez valable, même si c'est mieux compris pour le Front National, c'est que dans les élections comme le Brexit, où grosso modo toutes les institutions et tous les partis mainstream te disent qu'il faut voter dans un sens, et ben en fait, t'as une énorme pression sociale pour dire, donc en fait ça fait que les gens qui sont pour, les gens qui étaient en l'occurrence pour rester dans l'Union Européenne, n'hésitaient pas à dire qu'ils étaient pour rester dans l'Union Européenne, mais par contre si c'était des contre, grosso modo il valait mieux fermer ta gueule, ou en tout cas c'est la sensation que les gens avaient, et donc les gens se taisent, et je pense que quand il y a des sondages derrière, et ben les gens ne disent pas complètement la vérité, enfin on en perd en ligne, et en fait c'est très connu avec le Front National, puisque bon on n'a pas besoin d'expliquer à nos compatriotes français que pendant tout un tas de décennies, c'était pas forcément une super bonne idée, si tu voulais conserver ton boulot, de dire que tu votais Front National, et donc les gens ne le disaient pas, et en fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, les sondeurs ils ont des précédents, puisque Jean-Marie Le Pen s'est présenté au présidentiel de 88, 95, 2002, 2007, et puis Marine s'est présentée en 2012. Donc en fait, par exemple en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est sorti à 7%, les sondages bruts, c'est avant, parce qu'ils les retraitent les sondages, ils sont obligés, enfin ils utilisent en fait des historiques, et les sondages bruts donnaient Le Pen à 8,5%. Ah ouais. Non, les sondages bruts le donnaient à 7. Et en fait, ils savaient à cause de l'historique précédent qu'il fallait doubler en fait. Quand le sondage brut te donne Le Pen à 7, ça veut dire qu'il est à 14. Et je me souviens que une semaine avant le 21 avril, les sondages le donnaient à 14. Les sondages avaient perçu la montée, voilà. Mais c'est filtré. Et en fait, donc quand ton sondage brut il te donne Le Pen à 7 et puis tous les autres à 93, et ben en fait c'est Le Pen à 14 et puis il faut enlever 7 points à plein d'autres, quoi. Et c'est tout un art, parce qu'il faut pas forcément enlever des points, de façon égale aux autres, quoi. Donc, enfin bref. Façon, quoi. La distribution n'est pas homogène. C'est une distribution statistique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, avec Le Pen, c'est exactement le même phénomène, mais vu que c'est la 4e ou la 5e ou la 6e fois, les sondeurs maîtrisent assez bien la chose. Alors que pour le Brexit, en Angleterre, c'est une première en fait, c'est jamais arrivé, et donc il y a des gens qui n'ont pas voulu dire qu'ils étaient pour le Brexit, et d'ailleurs, enfin à Londres, ça se disait pas, c'est-à-dire tu te pointais pas en disant je suis pour le Brexit, c'est même pas pensable, c'était sous le manteau, tu vois, tu t'es filmé avec un type, un vieux mec de la City là, et qui avait 30 ans de carrière en finance, qui disait ouais, mais en fait on ferait mieux de se casser parce que je commence à en avoir marre de la régulation des autorités européennes. Enfin, fondamentalement en fait tout le monde pensait que la City était pour rester dans l'Europe, mais la réalité c'est que la France et l'Allemagne, et peut-être encore plus la France que l'Allemagne, sont très jaloux de la place financière de Londres, et donc ne rêvent qu'une chose, c'est de l'étouffer par la régulation européenne. Et donc c'est pour ça qu'en fait, en surface, les grandes banques ont tous dit qu'elles étaient contre le Brexit, mais quand tu regardes, en fait, il y avait pas mal de gens à Londres qui étaient pour le Brexit à cause de ça. Ah, c'est intéressant ça. Et alors bon, maintenant, on va voir dans la négociation avec le Brexit, puisque évidemment l'Union européenne, qui est toujours aussi jalouse, aimerait bien en gros fermer tout un tas d'activités. Donc il y a une négociation, voilà, donc c'est tout un bordel. Mais enfin, je passe les détails, mais voilà. Je rappelle à nos auditeurs que Nico est en direct live depuis London. La City. Voilà, la City of London. Non mais c'est intéressant. Il y a un truc que je voudrais dire là-dessus, c'est que moi, je préférerais faire le même métier à Paris. Je suis pas chez les roast beef pour le plaisir d'être chez les roast beef, mais par contre, il y a une chose, c'est que si on veut attirer des métiers financiers en France, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que c'est pas avec plus d'impôts, avec plus de régulation, avec que la France va réattirer tous les devenir redonner une place financière.
Et donc c'est pour ça que moi le Brexit ça me dérange pas, parce que ça met un peu l'Angleterre hors de portée, et ça va obliger la France en particulier, si elle veut réattirer ces gens-là, à être compétitive. Voilà, mais avec la carotte, pas avec le bâton, quoi. Et donc moi à mon avis à l'arrivée ça sera quelque chose au final ça sera quelque chose de positif, quoi. Mais donc je voulais juste clarifier que c'est pas l'antipatriotisme. Et toi Damien, donc merci Nico, d'un point de vue historique. Quel jugement tu penses, tu portes en sur fait, cette sécession? Est-ce que c'est typiquement, les Anglais ou... Non, mais les Anglais sont jamais vraiment rentrés. Je pense que c'était assez clair que quand ils sont rentrés, ils étaient en telle position de faiblesse dans les années 70 que dès les années 80, quand Thatcher a commencé à faire du bon boulot, à un peu muscler l'économie britannique, parce qu'elle partait d'un principe que l'avenir de l'Angleterre, ça n'allait pas se décider à Bruxelles, mais sur le sol anglais. Finalement, ils sont jamais véritablement rentrés. Que ce soit les accords de Schengen qui comprenaient pas le fait de se refuser le levier monétaire qui comprenait pas. Je pense que c'est assez cohérent quand tu écoutais le discours politique sur l'Union européenne, l'ambiance, c'est assez cohérent sur ce qui prévalait. On ne peut pas s'imaginer en fait la violence des attaques contre l'Union européenne en Angleterre du point de vue français. C'est plutôt tenu chez nous par des partis extrémistes, alors que le parti conservateur, mais même chez les socialistes, les travaillistes de Coven, il y a aussi une forme de contestation de l'UE. Alors elle est vue trop libérale par les uns, elle est vue trop régulatrice par les autres, ce qui est un succès. Elle arrive à se faire détester par tout le monde, quoi. C'est assez hallucinant. Un peu comme François Hollande. Bon, mais non, mais c'est intéressant parce que on a quand même l'impression d'une belle mascarade, parce que on a fait tout un flanc d'un truc qui, n'était pas vraiment si grave, non? Je pense honnêtement, je pense que c'est intéressant de regarder en plus la carte. Les conséquences, je ne crois pas, seront pas directement économiques pour le Royaume-Uni, parce que ils ont tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ils ont l'habitude d'abord être tournés sur le monde avant d'être tournés sur l'Europe. Mais par contre, les conséquences politiques à terme, je me pose la question sur l'avenir du Royaume-Uni en tant qu'entité politique, avec les Écossais qui risquent de se barrer en profitant. Je crois pas du tout. On verra pour le prochain référendum sur l'indépendance, qui risque de se barrer. Alors, justement, par rapport à ces réserves de pétrole qui diminuent, ça va les faire réfléchir aussi. S'ils veulent l'indépendance, ça a un prix, évidemment. Il y aura plus de transferts publics venant de Londres. Mais les Gallois, effectivement, les Gallois, les Irlandais du Nord et les Écossais ont voté en faveur d'un maintien dans l'UE. Donc je me demande pas si la conséquence sera pas plus politique que économique pour le Royaume-Uni en tant que tel. Ouais. Toi, t'y crois pas, Nico, la séparation? Non, j'y crois pas parce que ces trois zones qui sont sous très très forte perfusion financière de l'Angleterre. C'est trois zones pauvres, en fait. C'est un peu comme en France quand les Corses disent qu'ils veulent se barrer. On leur dit ok, vous partez, mais par contre vous recevez plus d'argent de nous. Et là ils disent en fait on veut bien rester en fait. On posera 2-3 bombinettes. Nicolas, est-ce que je peux te demander ce qui pousse des régions assez en crise à voter en faveur au Royaume-Uni, à voter en faveur du Brexit, ce qui m'avait fait halluciner de voir parce que c'est des régions très à gauche. C'est des régions très à gauche qui sont en fait bénéficiaires de redistribution financière de la part du centre du Royaume-Uni, qui est l'Angleterre, et d'aide européenne. Et d'aide européenne. Et donc ils veulent continuer à recevoir du fric, et c'est tout. C'est extrêmement simple. Tu vois. Vous avez entendu souvent ce parallèle, puisqu'on dit que Trump a surfé sur le Brexit, voilà, sur une sorte de... Pas les gros mots tout de suite quand même. Une sorte de nick à l'establishment, puisque c'est un peu comme ça que c'est perçu ici. Le Trump en soi n'avait pas un corpus idéologique super cohérent, mais par contre il faisait clairement un bras d'honneur à Drain the Swamp. Il fallait nettoyer le marécage.
dans sa campagne. Et je dois avouer que quand je suis allé, alors j'ai essayé de suivre les élections la nuit électorale. Je dois avouer que quand je me suis endormi, je pensais me réveiller avec un président démocrate. Ça a clairement créé la surprise, et on retrouve encore les sondeurs n'avaient pas du tout prévu. Alors évidemment, Clinton a le vote populaire, mais Trump a largement le collège électoral. Et est-ce que on va peut-être passer à Trump maintenant, donc. Est-ce que ça a été une surprise, ou tu voyais les atouts du candidat? Moi qui adore les théories du complot, je pensais qu'il y avait un complot anti-Trump et que tout était déjà préparé. Enfin, dans notre petit tonton flingueur qu'on s'était fait là, je le disais. Ma théorie était que même s'il était élu, c'était pas grave, on s'en foutait, on s'en battait les couilles, ça changerait rien. Mais je pensais pas, et là je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis directs. Non, on n'a plus de cible déjà. Mais je pensais pas que ça serait aussi bien. Parce que je trouve que depuis qu'il est élu, et là je suis désolé parce que je suis en train de perdre des amis, mais depuis qu'il est élu, je trouve qu'il fait que des choses bien. Enfin, j'aurais pas rêvé mieux. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, Oli. J'aurais pas rêvé mieux. Tu vois, par exemple, je découvrais qui il a nommé comme le mec d'ExxonMobil, je sais plus comment il s'appelle. Rex Tillerson. Chef de la diplomatie. Oui, chef de la diplomatie. Ça c'est fort, hein, quand même. Ça c'est fort. Je sais pas si je partage votre enthousiasme, les gars. Ben Carson au logement. L'ambassadeur d'Israël qui va aller à Jérusalem. Enfin, que des trucs qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Franchement, je comprends qu'ils veulent faire venir des hommes neufs qui soient pas des politiciens professionnels, mais Ben Carson, c'est un abruti, ce type. C'est le gars. On s'en fout, non, Damien? On s'en fout de Ben Carson, non? Oui, c'est au logement, mais je me pose juste la question de la collision des intérêts. Est-ce que le président d'ExxonMobil, le gars de JP Morgan, tous ces types, évidemment, leur propre agenda. Et je me pose la question sur. Tu dis ça, mais je suis pas sûr que c'est évident. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'il ose tout, quoi. C'est comme disent les tontons flingueurs. C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et là, il ose tout, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel républicain bon ton. Il n'aurait jamais osé foutre le PDG de ExxonMobil comme secrétaire d'État, un général fou qu'on se surnomme à la défense. Lui, il est désinhibé totalement, quoi. Exactement, il est totalement désinhibé, et donc bon, ça fait peur à beaucoup de gens, mais ce qui est intéressant, c'est que au moins, je trouve, et bon, c'est cher aux philosophes voyous, au moins c'est parfaitement clair, tu vois, c'est-à-dire que à aucun moment il va mentir en disant voilà, non, nous on est des gens impeccables. Oui, mais comment t'arrives à doubler le Tea Party par la droite? Tu roules dans le fossé, c'est pas possible. Non, mais parce que je sais pas si c'est l'objet, tu vois. Je pense pas qu'il faille regarder ça comme gauche-droite. C'est vraiment, tu vois, les gens qui ont voté pour lui, c'était pour faire un bras d'honneur à la gauche et aux démocrates. Et là, honnêtement, t'en as pour ton argent, quoi. Parce que, tu vois, qu'est-ce que les démocrates détestent le plus? Bon, l'armée. Bon, il te fout des généraux partout dans son cabinet. L'industrie pétrolière. Il te met Rex Tillerson comme secrétaire d'État. Les mecs qui ont de l'argent. Oui, mais il prend que des milliardaires. Et en fait, ce que j'ai vu des démocrates dire, ah oui, mais on comprend pas, il a eu plein de votes de ce qu'on appelle l'école bleue, des ouvriers, mais après il faut que des milliardaires dans son cabinet. Et je me dis, mais voilà, mais vous comprenez rien, les gars, c'est pas c'est juste pour vous emmerder qu'il est en train de faire ça. Oui, et puis et ça marche, mais hyper bien, quoi. Fondamentalement, tu vois, mettre des démocrates qui ont travaillé dans des grandes banques et qui le disent pas, et qui ont d'abord fait, tu sais, un premier swing comme ça, tranquillement, progressivement, sans se faire rattraper, et puis ils finissent pour travailler pour le Trésor, et puis ils étaient dans la pharmacie, puis ils finissent par travailler pour la FDA. Enfin, tu vois, ce mensonge permanent, je crois que nous, bon, on en a marre depuis très longtemps, de notre point de vue, mais je crois que les Américains aussi en aura le cul, en disant bon, arrêtez de nous faire marcher. Tous ces gens finalement, par exemple, qui ont lancé par exemple la guerre en Irak, même la guerre en Irak, même Bush en un sens. Au moins là c'est clair, c'est-à-dire que l'empire s'assume tel qu'il est. Tu vois, c'est pas un empire mou.
qui osent pas se regarder dans la glace. Là, au moins, on se regarde dans la glace, on dit, Jérusalem va être pour moi, je sais, mais devait être la capitale de... Bon, donc, il y a un moment donné où il faut foutre un coup de pied dans la fourmilière, donc... Oui, mais il faut tout de même avoir un plan d'ensemble. Je trouve hallucinant. Évidemment, est-ce que véritablement le fait de tweeter, d'échanger avec la présidente de Taïwan fait partie d'un plan d'ensemble, ou est-ce que c'est juste il a trouvé amusant de mettre un doigt dans le cul aux Chinois parce que sur le moment ça l'a fait rire? Mais tu sous-estimes. Alors je me pose franchement la question de savoir jusqu'à quel point on peut supposer de l'intelligence derrière ces offensives tweetées sur le front de la diplomatie. Non mais attends, là où tu as raison, c'est qu'il y a une part, comment dire, il a une personnalité qui est un peu faux-folle, un peu ingérable, mais derrière il y a une vision d'ensemble. Et il veut rompre avec une politique américaine telle qu'elle a été faite depuis plusieurs décennies, qui est une politique de globalisation, quoi. Il veut que les États-Unis se recomportent de nouveau comme un État-nation. Ça c'est absolument clair, et donc il va dealer avec des pays, la Chine, la Russie, tous les autres, en lien bilatéral, quoi, un à un. Mais ça c'est très bien si tu as un excédent budgétaire primaire, c'est très bien. Mais si les Chinois te financent ton déficit par leur épargne. Non, mais justement, ça aussi c'est un truc que je pense qu'il a compris, et c'est que de 1870 à grosso modo 1970, les États-Unis ont été un pays exportateur pendant 100 ans, quoi. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient la première économie du monde, et ils étaient aussi premier exportateur du monde. Et puis au fur et à mesure, leur balance commerciale s'est détériorée, et ils sont devenus importateurs, et puis très importateurs à partir du premier choc pétrolier en 1973. Et depuis 40 ans, ils ont un déficit de la balance commerciale et des comptes courants systématique tous les ans, et ça fait qu'en fait il y a des dollars ils impriment des dollars en fait, et comment dire, la planche à billets. Voilà, on fait marcher la planche à billets. Et ça, il veut mettre un terme à ça. Alors, le problème, c'est que c'est assez risqué parce que ça peut foutre l'économie mondiale par terre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il va voir les Chinois, il leur dit, écoutez, moi, j'ai un déficit de balance commerciale avec vous de je sais pas combien de dizaines, voire de centaines de milliards par an. Et si vous m'emmerdez, je vous mets une barrière douanière sur tous vos produits. Et on verra à qui ça fera le plus mal, quoi. Et moi, je peux garantir que je sais à qui ça fera le plus mal, et ce sera les Chinois. Tu sors de l'OMC, tu sors... Non, il va négocier des trucs un par un, mais en tout cas, il sait que le système tel qu'il est, c'est un peu une fuite en avant, parce qu'il financièrement, il y a des rééquilibrages qui doivent se faire, qui ne se font pas naturellement. En fait, 2008, la crise de 2008, ça aurait dû mettre un terme à tout ça, et en fait, vu qu'on a, en anglais, on dit kick the can down the road, on a repoussé les problèmes, et finalement, il y a des problèmes structurels qui n'ont toujours pas été réglés. Et moi, quand même, l'impression que j'ai, c'est qu'il le comprend très bien, et il va essayer de faire des trucs. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça paraît aller dans la bonne direction, et c'est très stratégique. Au contraire, je ne peux pas faire plus stratégique. Et d'autre part, il ne faut pas non plus se voiler la face. Si on continue cette politique qui est celle des États-Unis, qui était celle d'Obama, qui est celle aussi de Mario Draghi et des autres, c'est que quelque part, jusqu'à quand? Tu vois, jusqu'à quand l'endettement va pouvoir fonctionner? Est-ce que c'est finalement une véritable... Mais Trump se déclare lui-même comme le roi de la dette. Il dit qu'il sait bien gérer la dette. C'est là où j'ai du mal à... Ouais, mais attends. Il sait bien gérer la dette quand c'était la dette de sa boîte. Ce qui est pas la même chose. La dette de sa boîte et la dette de l'État, c'est deux choses différentes. Enfin, je pense que ça lui fait pas particulièrement peur, la dette. Mais... Oui, c'est ma question. Je ne crois pas qu'on est face à quelqu'un qui veut rééquilibrer les comptes. Manifestement, tu dis renégocier les traités de libre-échange, moi je veux bien, mais ça se traduit par de l'inflation, nécessairement. Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, ça va se finir par l'inflation. Mais ça, on n'y échappera pas. On n'y aurait pas plus échappé avec Clinton. Mais simplement. Exactement, mais est-ce que par exemple, est-ce que c'est pas ce que la Fed essaye de faire, tu vois, en levant les taux Ah, mais ils n'ont pas le choix. Ils lèvent les taux pour essayer d'avoir leurs 2% d'inflation et essayer
Tu vois, donc quelque part, c'est vrai, soit Clinton ou Trump, on aurait eu ça. Est-ce que finalement le dollar, par exemple, se serait pas comporté exactement de la même manière si Clinton avait été élu, et puis on aurait tous dit, ça c'est parce que Trump n'est pas passé. Trump est passé. Ouais, moi je pense que ça aurait rien changé. Ouais. Et le dollar est à 1,03, je sais plus combien. Ouais, j'ai pas suivi. Au final aussi, tu as la surprise de Clinton qui, je pense, le clan Clinton ne s'y attendait absolument pas. Passons au cadavre. Ah ouais, ça c'est vraiment un cadavre, c'est une mort subite, hein. C'est la mort du nourrisson. Ça fait plaisir quand même, non? J'avais aucune sympathie pour la personne, je la trouvais plus équilibrée que Trump. Parce que d'une certaine façon, c'est vrai que Trump, évidemment, on lui reproche de se vanter d'attraper les femmes par le sexe. Par quoi déjà? Par le sexe. Les extrémités. D'un autre côté, tu vois, alors, évidemment, on lui met sur le compte le non-respect des femmes. D'un autre côté, tu as Clinton qui accepte de l'argent des Saoudiens par la fondation Clinton. C'est aussi une façon de ne pas respecter les femmes de façon moins démonstrative, hein, plus conceptuelle. Voilà, c'est ça que j'aime avec Trump. Au moins c'est clair. Tu vois, Strauss-Kahn, enfin juste une parenthèse encore sur Trump, Strauss-Kahn qui a passé sa vie à attraper les femmes par le même endroit que Trump, eh bien lui, bien évidemment, l'a jamais avoué, il l'a jamais dit. Donc lui il continue à faire son petit socialo. Alors Trump s'est fait piéger puisque la citation en question a été volée dans un échange. Mais il a pu assumer derrière. Oui, non, mais il a dit I never said I was a nice guy. On peut lui faire confiance pour te le redire les yeux dans les yeux. Enfin, il en a rien à faire. Enfin bon, c'est une petite parenthèse pour dire encore une fois que la politique c'est sale et que au moins lui c'est un homme politique, enfin du moins qui va devenir un homme politique qui s'assume. Mais alors qu'en ressent le philosophe voyou quand tu as un type comme Trump qui se vante de ne pas avoir lu un livre depuis ses cours à l'université? Est-ce qu'il le dit pour se connecter à l'électeur de base ou est-ce que ce type vraiment joue que à l'instinct, que au niveau du moment? Je sais pas exactement s'il ment ou s'il a raison. Enfin, ça me paraît difficile de pas lire de livres quand on est quelqu'un comme lui. Mais par contre, là où je trouve qu'il a raison, c'est qu'il faut se méfier des livres et avoir des gouvernements qui sont dirigés par des intellos qui n'ont jamais rien fait, jamais rien vécu. Ça pose le problème d'avoir des sociétés et des politiques comme on a. C'est-à-dire, les mecs ont trop lu le livre. C'est pas. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Olivier, parce que moi, c'est vrai que dans ses choix de son administration, hein, ce qui me frappe, c'est qu'il fait vraiment exprès de ne choisir personne qui a un pédigré universitaire. Tu vois, Obama, il était prof de droit à Harvard. Tout à fait. Les présidents de la réserve fédérale, c'est quand même une institution importante, ils c'est tous des PhD, exactement. Des trucs à la con, et résultat, les mecs ils font n'importe quoi parce qu'ils ont aucune expérience de la vie réelle. Non mais Nico, c'est un mélange des deux. Thatcher avait lu Hayek jusqu'au bout des ongles, tu avais Friedman qui avait été lu par Reagan. Il faut évidemment, les politiciens sont pas spécialistes en tout. Ouais, mais je pense que quand il dit ça déjà, c'est pas sûr que ce soit vrai, ça c'est la première chose. Je pense qu'il a lu un peu plus que ce qui. Donc tu crois qu'il se connecte avec les lecteurs de base? Ouais, je pense qu'il envoie un message en disant, voyez, à tous ces profs là qui pensent qu'ils savent tout parce qu'ils ont tout lu. Moi j'ai jamais lu un livre et j'y arrive mieux. Par à la plèbe. L'expérience. Oui, mais mais c'est un tribun à la plèbe. C'est un patricien qui parle à la plèbe. Oui, il parle à la plèbe, bien sûr, mais aussi je pense qu'il a raison dans sa condamnation de l'intellectualisation de la politique. La politique, enfin la guerre c'est quelque chose des généraux, l'économie c'est quelque chose des chefs d'entreprise. Enfin alors je veux bien qu'il y ait des gens plus intelligents, plus cultivés et mieux que les autres qui soient là pour nous commander, mais la France c'est le paroxysme de la technocratie où finalement voilà ce sont des profs ou des bons élèves qui gouvernent la France. Or si on laissait la parole au chef d'entreprise qui a sa petite boîte et qui veut en sortir, le mec il te dirait voilà si tu me taxes voilà ce qui va se passer. Alors que non mais t'as une collusion entre intérêt privé et intérêt public, ce qui existe dans tous les gouvernements même démocrates. Voilà exactement. D'accord. De toute façon je pense qu'on peut pas vraiment s'en débarrasser. Mais quand tu penses que le mec qui a plus ou moins sauvé la France entre guillemets avec les frères Kobashi, je me souviens plus, excusez-moi. Tu sais dans la petite entreprise.
Lui, il a toujours pas été remboursé des sinistres qui lui ont coûté son entreprise. C'est-à-dire que on aurait dû lui faire un chèque direct en disant voilà, toi t'as sauvé la France. Non, le mec a dû faire une levée de fonds par tous les voisins pour essayer de pouvoir s'en tirer. Alors quand tu vois que c'est grâce à lui qu'on les a butés et puis qu'il a sauvé tous ses salariés, enfin, le mec est un héros national, il devrait être placardé sur les abribus en France, mais pas du tout. Tu vois, donc j'avoue que en tant que prof, connaissant le problème de l'intérieur, et je dirais parce que j'en suis un, tu vois, je me méfierais de moi-même en tant qu'homme politique, parce que j'aurais envie d'appliquer des idéaux, ça me chatouillerait, tu vois. Clairement, Trump n'est pas un idéaliste. C'est clairement pas un idéaliste. Ni un idéologue, puisqu'il a été démocrate, il a été républicain, il a été indépendant. Mais Nico, si on te demande est-ce que le Trumpisme existe, ça existe ou c'est juste un... Non, c'est une réaction. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est un bras d'honneur en fond. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire de tout le monde. Enfin, je sais pas si tous ceux qui nous écoutent connaissent l'histoire des emails de Clinton, mais bon, je vais résumer en 2 secondes l'affaire. Donc, quand Clinton était secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères chez nous, sous Obama, pendant la première mandature d'Obama, normalement, en fait, aux États-Unis, vous devez utiliser votre email professionnel, enfin qui était donc l'email du département d'État, et il y a une loi qui s'appelle le FOIA, le Freedom of Information Act, qui fait que plus tard, les gens ont le droit de venir et c'est un processus juridique et ont droit de demander, une fois que c'est déclassifié, en fait, à demander à lire vos emails, enfin tout un tas de données publiques. Et donc elle, ce qu'elle a fait, c'est vu qu'elle voulait absolument pas que les gens découvrent plus tard ce qu'elle aurait pu faire pendant qu'elle était au département d'État. Elle s'est fait installer un email personnel avec un serveur chez elle. Dans sa carte. Et elle a fait tout son business avec son petit email personnel. Voilà. Alors, si un employé lambda de l'État fédéral se fait choper à faire ça, je sais même, c'est la tôle directe, quoi. Mais la tôle. Un mec à la Snowden qui fait ça, mais il a plus qu'à partir en Russie, ou sinon, c'est l'indignité nationale. Mais Nico, elle a dit que c'était une faute. Elle a reconnu que c'était une faute sur l'affaire. D'accord, mais et alors, je veux dire, quand je l'ai vu dans le débat dire oui, je reconnais, c'est une faute, j'en suis responsable, point barre, et j'ai envie de d'accord, et après, je veux dire, normalement, la conclusion immédiate, c'est que tu ne peux pas te présenter à être président quand tu as fait quelque chose comme ça. Tu t'arrêtes tous tes mandats. Tu vois, qu'elle fasse de la prison, moi je ne demande pas qu'elle fasse de la prison, mais la conclusion logique, quand tu as fait un truc comme ça, que tu savais pertinemment ce que tu faisais, et que c'était fait, enfin tu vois, c'était mettre en place un système pour s'autoriser à mentir plus tard. Bien sûr, ouais. Tu vois, voilà. Et donc voilà, mais ça c'est sorti, ça a été connu, etc. Et je crois qu'il y a énormément d'Américains, ça les a complètement outrés parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce magouille. Il y a un système à 2 vitesses, quoi, où en fait elle sous prétexte qu'elle est censée être la future présidente, en fait finalement il lui arrive rien, quoi. Et résultat, en fait, Trump qui est un génie pour sentir ce genre de truc, il l'a attaqué là-dessus, et dans ses meetings il arrivait et il disait ouais, on va l'enfermer, on va la foutre en prison, et puis les supporters et des pancartes avec marqué lock her up, elle en tôle. Donc elle c'est bon, elle est rayée de la carte. Et alors et une fois qu'il a gagné, évidemment, les démocrates n'avaient qu'une trouille, c'est qu'ils foutent vraiment Clinton en prison. Et là, quand on a vu lui demander, alors, vous allez la foutre en prison, là, il a été très évasif, et il a dit, oui, je vais réfléchir, mais enfin, moi, ma priorité, c'est l'emploi. Et puis, dernièrement, dans un meeting, il a dit, il est allé dans un meeting, ce qui fait encore un peu des meetings, et les supporters, quand il était arrivé, ont commencé à gueuler, lock her up, lock her up, lock her up. Et puis, il a dit, non, mais, bon, ça, c'est ce qu'on disait pour la campagne, mais maintenant, on n'en a plus rien à foutre.
De toute façon, c'est. Mais il est intelligent. Non, il est cynique, quoi. C'est un vrai politicien, quoi. Finalement. Mais oui, tout à fait. Mais au moins, il annonce la couleur. Et il dit, notamment les gars, ça nous a servi à être élus. Maintenant, arrêtez vos conneries, rangez les pancartes. Non, mais c'est vraiment César qui parle à la plaine. Voilà. Mais par ailleurs, il va tenir promesse sur Israël. Tu vois? Ouais, mais... Il va tenir promesse avec la Russie. Enfin, tu vois? C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de non plus se renier entièrement ou... Ouais. La meilleure citation de l'année là-dessus, c'est quelqu'un qui a dit les supporters de Trump, les détracteurs de Trump le prennent littéralement, mais pas sérieusement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il disait un truc, il faisait les vierges effarouchés, mais derrière il disait mais bon, et en fait il est pas sérieux, il peut pas être président. C'est Obama, il disait unfit to be president, c'est impossible qu'il soit président, et ses soutiens le prenaient sérieusement en disant c'est quelqu'un de sérieux, mais pas littéralement, au sens où toutes les conneries qui lui passent par la tête, on sait très bien que... Non, mais dans ce cas-là, c'est un humour. Enfin, faut comprendre le deuxième degré. Et c'est un humoriste, c'est un homme politique. Mais par contre, moi, je pense qu'il n'avait pas d'autre moyen de se faire élire que ce qu'il a fait, qui était peut-être pas non plus, totalement dû à pure volonté. Enfin, c'était un peu aléatoire parfois ce qu'il racontait, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen de tirer son jeu du bipartisme américain. Oui, mais est-ce que l'électeur de base est suffisamment con pour être trompé à 4 ans de suite Non, mais l'électeur de base, il comprend très bien tout ça. Il est pas con du tout, et tout ça, il le sent très bien, quoi. À mon avis, il comprenait très bien les messages subliminaux qui étaient envoyés. Mais regarde, un truc. C'était les élites qui comprenaient pas, d'ailleurs. Un truc tout simple, le mur, je veux dire, c'est pas abstrait. Il a bien dit que le mur, mais ça sera un grillage, et puis, mais on va, en fait, Ah ouais, parce que, tu veux dire, tout le monde sait très bien dans son fort intérieur qu'en pratique, à quoi ça sert, c'est impraticable, mais ça envoie un message, quoi, ça casse un tabou. Et c'est ça que les gens, c'est pour ça qu'il l'a fait, et je pense que les gens l'ont très bien compris, en fait. Ouais, je sais pas, parce que d'un côté, s'il réhabilite la politique en reprenant les bonnes vieilles ficelles, en faisant des promesses concentriques, en fait, où tu gardes un noyau de promesses qui va être fait, mais tout ce qui est autour de ce noyau, en fait, tu les abandonnes l'une après l'autre, tu les modifies, tu les nuances. L'Obamacare, il va... Alors, j'ai pas bien compris ce qu'il va faire d'ailleurs, mais ça fait comprends, Damien, mais tu vois, lui, son modèle, c'est pas tout à fait ça. Il arrive avec une certaine philosophie, il propose une certaine philosophie, une certaine manière de gouverner, qui est pas extrêmement bien définie. Ouais. Mais tu vois, il y a un esprit, on pouvait percevoir certaines directions, quoi. Et après, on sait très bien que il allait être extrêmement flexible. Et là, il a toujours dit, moi je suis un businessman. Le truc qui était génial, c'était quand même quand il disait, comment ça s'appelle, ceux qui sont à Washington, qui représentent les industries, tous les lobbyistes. Les lobbyistes. Il disait, lui, je le reconnais au fond, je l'ai acheté. Ah oui, ça il faisait. On sentait le mec, c'est pratique, quoi. Et derrière, ça sera géré de façon pratique. Ah, ouais. Et donc, et en fait, à mon avis, il a été assez subtil en faisant des parodies de promesses, en fait. Il a tourné en dérision les promesses électorales. En faisant des promesses totalement. Je vois ce que tu veux dire. Outrageantes, quoi. Je me demande toujours si, évidemment, les tontons flingueurs, on est encore là dans 4 ans. Quand on fera le bilan, vous croyez vraiment que ça sera une autre Amérique? Oui, ça sera une autre Amérique, ça c'est sûr. Mais vous croyez que vraiment on fera un bilan apologétique de ce type ou On verra. Non, mais peut-être qu'il sera réélu. Sur le coin de la figure. Moi, je crois qu'il sera clairement jugé sur l'emploi. Moi, je crois qu'il sera réélu. Je pense que Trump sera réélu. On verra. C'est difficile à dire sur quoi il va être jugé dans 4 ans. On verra à quoi ça va ressembler. On verra ce qui va se passer. Il peut se passer plein de choses, c'est à mon avis. Tu vois, George Bush, son premier mandat, il y a eu le 11 septembre. On aurait pu tenir la même conversation 2 mois. Oui, tu as raison. Tu vois. Bon, peut-être qu'il se fera flinguer aussi. Alors, beaucoup de gens disent qu'il finirait pas son mandat, dans le sens où c'est vrai, il n'a pas de majorité, il a une majorité républicaine, mais il n'a pas de majorité trumpiste. Alors là, tu mets le point sur quelque chose il va être en cohabitation avec sa propre majorité. Ça c'est sûr. Et le président américain, par rapport au président français, il est hyper contraint. Je suis pas sûr, mais il me semble avoir compris que Tillerson, pour qu'il soit nommé secrétaire d'État, je crois qu'il
ça passe par le Sénat. Il faut qu'il ait une majorité au Sénat pour l'approuver et une majorité dans un sous-comité de 19 sénateurs où il y a 10 républicains et 9 démocrates, je crois. Donc il suffit qu'il y ait un républicain qui fasse défection et l'autre ne passe pas. Enfin, alors que le président en France, il dispose des ministres, il fait ce qu'il veut, il peut même faire passer des lois au 49.3. Donc c'est sûr que... malheureusement, on va devoir s'arrêter. Ce matin, en arrivant au boulot, avant de trimer, je pense que Damien, toi, c'est pareil. Mais on a croisé plusieurs personnes. Des mines déconfites. Des mines déconfites et certains qui me disaient qu'en gros, c'était une journée de deuil. Alors, en tant qu'admirateur de Louis XVI, il faut rappeler j'ai tout de suite pensé qu'ils s'étaient trompés de date. Le 20 janvier. Oui, et je me suis dit, finalement, est-ce que c'est à cause de Louis XVI? Et non, c'était à cause de Trump. C'est drôle, ça, que les gens ne veuillent pas reconnaître leur défaite. Il y a plus de anti-Trump que de pro-Louis XVI, il faut croire. Ouais. Mais il y aura beaucoup d'ailleurs je crois qu'il y a un type qui s'était vanté d'avoir joué du tuba lors de l'inauguration de Nixon en 74. Il disait qu'il allait en gros faire la même chose, version homme orchestre, pour perturber le discours de Trump. Il y a des manifestations sur Boston, San Francisco ou autres. Et si on avait fait ça au moment d'Obama, je pense qu'on se serait fait insulter de gros raciste, non? Nico, tu t'aurais pris le risque? À l'époque? Ouais. Mais bon, j'aurais peut-être fini au cimetière, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, ici, ils appellent ça the divided nation, c'est la nation divisée. Et c'est vrai que ce genre de choses, d'un côté, tu as les démocrates qui appellent à ce que Trump soit un rassembleur, et de l'autre, ils font un gros doigt d'honneur le jour de son inauguration. Ouais. À titre personnel, je pense que, bien sûr, c'est le droit constitutionnel de manifester quand ils veulent. Après, ça serait peut-être intelligent pour apaiser les choses de laisser aux partisans de Trump, je ne dis même pas aux républicains, parce qu'il y a pas mal de démocrates qui ont voté pour Trump, de laisser aux partisans de Trump au moins cette journée pour, s'ils veulent après manifester le lendemain, ça leur fait plaisir. Mais... Et est-ce que nous, en tant que spécialistes de la divided nation, nous les Français, on ne pourrait pas leur donner quelques conseils aux Américains, parce que nous, ça fait quand même une blinde qu'on a l'habitude de ce genre de problème. De gifler nos anciens premiers ministres. Ouais. Gifler nos anciens premiers ministres, et puis aussi avoir 30% de la France qui vote Front National, et puis la petite minorité, la petite élite qui se fout de sa gueule en disant vous êtes des enfoirés. Après, c'est compliqué parce que moi, personnellement, j'aurais préféré une élection franche et claire de Trump. Il y a beaucoup d'éléments qui font que sa légitimité en soi est contestée. L'histoire des hackers russes, le fait que ce soit un vote du collège électoral et pas un vote populaire, et même en dépit de tout ça, je veux dire, les électeurs ne sont pas dévots. Si on leur donne par le hacking de comptes du Parti démocrate des informations qu'ils n'avaient pas, franchement, je me pose la question, est-ce qu'il faut remercier les Russes pour faire un vote en conscience plutôt que de leur cracher dessus, puisque on a vu Hillary Clinton sous un autre jour. Un jour que ces communicants ne nous laissaient pas voir. Bien sûr. Hein. Et de dire que les gens sont dévots, il suffit qu'un hacker russe clique sur son clavier pour que les gens changent leur vote, c'est un peu une vision méprisante des électeurs, quoi. C'est un peu bizarre. Nico? Ouais, moi ce que je pense, c'est que toutes ces histoires de hackers russes, là, ça prouve une chose, c'est que les démocrates sont encore dans un déni total, quoi. Ils comprennent toujours pas pourquoi ils ont perdu. Et enfin, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des études psychologiques, ça s'appelle les 5 étapes de la douleur. Et dans les 5 étapes de la douleur, donc les gens ont étudié quelles sont les phases psychologiques par lesquelles on passe quand on a perdu un être cher, par exemple. Et ça arrive dans la vie quand on a un choc, par exemple quand Trump est élu. Alors la première étape, c'est le déni. La deuxième étape, alors je les connais pas par cœur. La deuxième étape, c'est la colère. La troisième étape en anglais, c'est bargaining, c'est de se dire ouais mais bon d'accord, Trump a été élu mais ça sera pas si terrible que ça.
La quatrième étape, c'est la dépression totale, et la quatrième étape, c'est accepter la nouvelle réalité. Ah, c'est intéressant. Et donc voilà, les démocrates, ils en sont à l'étape numéro 1, quoi, le déni. Ça me fait rire parce que tous les médias mainstream étaient pour Clinton, et on nous explique que sous prétexte que les Russes ont hacké les emails d'un des staffeurs qui s'appelle Podesta de Clinton, ça aurait changé l'élection. C'est juste une plaisanterie, quoi. Ouais, exactement, c'est encore du marketing. C'est le marketing, ouais. Et puis surtout, c'est tellement ridicule je veux dire, c'est tellement prendre les gens pour des cons que ça veut simplement dire qu'ils sont dans le déni. Ils se racontent une histoire pour éviter d'avoir à affronter. C'est astucieux parce qu'ils essayent de réactiver la peur américaine pour l'empire russe. Et bon, ils n'ont pas tort, les Russes sont pas des rigolos, mais c'est habile. Hier, j'écoutais NPR, donc la radio de gauche, l'équivalent de France Inter, et c'était terrible parce qu'ils parlaient des Russes comme si c'était une dictature. Alors, encore une fois, je prétends pas que Poutine n'est pas autre chose qu'un autocrate, mais ils en parlaient vraiment comme si on était à la belle époque de la Russie. Sous-entendu, ce qu'a fait Trump, on n'est pas loin d'une espèce de trahison nationale, et on devrait donc ces gens qui sont de gauche auraient bien fusillé Trump pour avoir trahi sa patrie. Non. Un peu comme Dreyfus, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Mais que Poutine ait son propre agenda, c'est évident. Après, il faut relativiser les choses. La Russie, c'est le PIB de l'Italie avec le budget militaire de la France, quoi. Il faut relativiser les choses. Mais qu'il voit à tort ou à raison, hein, dans l'outil numérique, une sorte de prolongement stratégique, hein, pour pousser ses pions. Franchement, dans des élections aussi complexes, dans des populations comme aux États-Unis, 300 millions d'électeurs, ça tient du miracle d'arriver à retourner une situation à cette échelle-là. Moi, je ne nie pas, puisque manifestement, la CIA, le FBI confirmait l'intervention russe sur leur rôle dans le hacking des comptes email démocrates. Manifestement, personnellement, je ne le nie pas. Après, sur la réalité de l'impact, peut-être ça évite les démocrates de faire une sorte de petite critique, autocritique, à savoir que c'est un peu comme le PS qui s'aperçoit que les ouvriers ne votent plus pour lui, ils votent pour le Front National, que des pans entiers de la population en fait se sentent plus méprisés par une partie des dirigeants politiques qu'intégrés dans leur logique de pensée. Bon, donc, conclusion, les tontons flingueurs ne sont pas allés manifester, n'iront pas manifester contre l'investiture de Trump. Et je pense que notre tonton flingueur, qui est tout seul dans la City, non plus. Moi, j'aurais bien rejoint les Bikers for Trump. Et il y en a à Londres. Il n'y en a pas à Londres, mais Trump les a appelés pour faire un cordon de sécurité. Ouais, c'est brillant quand même. On verra. Moi, c'est une question que je poserai aux gens qui vont manifester, c'est est-ce que vous souhaitez la réussite du mandat de Trump? Parce que à un certain moment, ok, il a des idées qui lui appartiennent, mais si ça marche, si véritablement il arrive à créer des emplois, à réintégrer des gens qui étaient dans des communautés désespérées, je me pose franchement la question, est-ce que ces gens souhaitent la réussite de Trump? Je pense qu'ils sont dans une logique où ils sont au-delà du raisonnement de bon sens. Ils ont tellement envie qu'ils ont annoncé ça comme un désastre, hein. Ils veulent que ce soit une prophétie autoréalisatrice, que ça se passe très très mal, mais que tu sois pour ou contre Trump, à mon sens, tu devrais souhaiter que ça se passe bien et qu'il réussisse. Ouais. Bon alors, je crois qu'on en a assez dit sur Trump. Le truc, c'est que l'autre révélation que je veux faire à nos auditeurs, c'est que nous ne voterons pas pour François Hollande ni pour Sarkozy, bien que c'était quand même deux actes qui étaient pires que de voter Front National, mais pour la bonne raison que ce sont des cadavres exquis. Donc, Nico, toi, le cadavre de François Hollande, tu ferais des poèmes avec son corps gélatineux. Non, je
je suis assez content. Je trouve que c'est justice que notre cher ami François Hollande, qui était probablement le président le plus nul de toute l'histoire de la Ve République, est trépassé après un mandat. C'est vrai qu'on n'avait pas chopé Mitterrand sur son scooter en train de dévaler dans les rues de Paris. Tu dis ça, enfin moi ça me fait rire aussi, mais en fait c'est pas vraiment ça que je lui reproche. Ce que je lui reproche, c'est sa façon de gouverner. Et en fait, je trouve que c'est un type qui est totalement narcissique, qui a voulu être président mais qui voulait pas exercer le pouvoir, qui n'arrivait pas à prendre de décision, parce qu'en fait il a tellement besoin de, tu vois, au moins Mitterrand il était un peu machiavélique, il avait pas peur d'être méchant. Pourquoi alors que Hollande, lui, il a besoin d'être aimé, enfin il peut pas supporter l'idée de ne pas plaire, et donc quand il s'agissait de prendre une décision, il fallait que ça plaise à tout le monde, et bon bah à l'arrivée, tu prends pas de décision parce que ça plaît. Il y a toujours des gens à qui ça déplaît, quoi. Ouais. Et donc, il était incapable de prendre une décision. Et donc, voilà, il a ménagé la chèvre et le chou en permanence. Et je vous avoue que j'en avais vraiment ras-le-bol, quoi. Et je suis très content. Et attends, tu peux répéter la fin? Tu es très content? Ça a coupé. Je suis très content qu'on n'en entende plus parler, qu'il soit au cimetière. Mais il y a notre copain David. Comment il s'appelle? DVH, David Van Emmerich. DVH qui fait grave sa race, comme diraient les Jones. Il doit avoir une sensation de mission accomplie. Ouais. Notre invité qui voulait absolument, avec son avion, sa voiture, qui voulait absolument que François Hollande démissionne. Ah oui, exact. Exact, avec son deltaplane. Le polytechnicien fou. ULM. Il a eu la peau de François, il a réussi. Ouais. En distribuant des t-shirts sur une plage, tu peux accomplir quelque chose. Alors, il a malheureusement pas réussi, le pauvre, mais d'ailleurs, il faudrait qu'on le réentretienne, parce que je pense qu'il doit être assez lyrique maintenant. Ouais. Et le cadavre de Sarkozy, c'est bien mérité aussi, non? Parce qu'on peut pas prendre les Français pour des cons quand même, et puis après vouloir leur enfiler un petit coup par derrière encore. En fait, j'ai oublié. Après, moi j'étais un électeur enthousiaste de Sarkozy. Mais moi aussi, j'étais 2007. parmi les amis de Sarkozy. J'avais donné ma cotisation. Je dois avouer que le type m'a violé, littéralement violé sur le plan politique. À ton corps défendant. Oui, à mon corps défendant, dans le sens où j'y ai cru, j'ai fait confiance, et puis boum, un petit coup dans le... Ouais. Je me suis aperçu que bon, il a beaucoup de haussements de menton, mais en fait, il n'y avait pas une grande différence. D'ailleurs, Damien, qu'est-ce que tu lui reproches le plus? Moi, j'étais déçu parce que j'ai vraiment cru quand il a vraiment employé des termes de politique de civilisation. J'y ai vraiment cru. J'ai vraiment cru qu'il avait intégré une dimension que, comme disait Paul Valéry, les civilisations sont mortelles et qu'il fallait inverser des processus de décomposition. Parce que si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que les civilisations tombent rarement de pression extérieure. Elles tombent d'abord parce qu'à l'intérieur, on refuse de la défendre, ou on ne trouve plus personne pour la défendre. Et Sarkozy m'a vendu du rêve. Après, sur le fond, à trop de promesses non tenues. Et le type n'a jamais fait son autocritique. C'était une autocritique en forme de il y avait la crise, il y avait... T'as tout mais le Karcher, ça sert à rien d'employer des mots comme le Karcher si tu sors même pas le petit tuyau, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je crois beaucoup de gens sont déçus de la politique. On le disait en préparant un peu l'émission, ils veulent du sang neuf, d'où Macron. Et comme ça, on passe au futur nouveau cadavre. Non, donc Macron, est-ce que vous y croyez à l'hypothèse Macron? Parce que ça ne sera pas Marine la surprise, ça sera Macron, non? Alors, je disais, Nico connaît peut-être un peu mieux le sujet que nous, mais Macron, faut tout de même, avant d'en faire un homme neuf, un homme nouveau, il faut quand même rappeler qu'il y a derrière Collomb, un vieux du PS qui tire les ficelles, qui est en train justement de régler des comptes avec ses anciens copains pour ne pas avoir eu de ministère pendant des années. Gérard Collomb. Moi, je l'aime bien, Gérard Collomb. Lui, il se fait un plaisir. Mais alors, ça doit être délicieux, un régal de voir transpirer dans leur chemise Armani tous ces cadres du PS qui se demandent s'ils vont avoir des investitures.
Et il y en a, il dit, c'était Dutreuil, un gars qui était de droite avant, qui maintenant avec Macron, il expliquait que il ne peut pas donner de nom, mais il reçoit beaucoup d'appels de gens du PS, des députés qui commencent à regarder si une investiture par Macron ne serait pas une possibilité pour se faire réélire. Donc Macron a réussi, manifestement, comme produit marketing. Pour moi, c'est une page blanche. Je ne sais pas ce que... Enfin, lui-même se dit de gauche, mais pas socialiste. Il fait des clins d'œil un peu libéraux. Je sais pas, peut-être c'est l'avènement de la démocratie. Non, c'était Hollande, social-libéralisme, je sais pas. Et Hollande faisait du social-libéralisme, mais tout ça, je pense, c'est ce qui me plaît, c'est que Macron soit le marteau et Mélenchon l'enclume, et entre les deux, vous avez le PS qui va se faire entre-déchirer par sa droite et par sa gauche, et va finir avec du 7-8% aux élections présidentielles. C'est juteux. Ah oui. Nico, tu partages Ouais, je partage ce constat. Je pense qu'on est en train d'assister à la mort clinique du PS. C'est un mouvement assez agréable, je veux dire. C'est assez jouissif. Ouais, c'est jouissif quand même. Est-ce que le PS sera le prochain parti communiste, quoi, qui va graviter autour de notre orbite? Non, mais il va se diviser en deux. Tu vas avoir la partie gauche qui va se rallier à Mélenchon, aller à Montebourg, etc. Et puis la partie droite qui va former une espèce de parti centre-gauche avec Macron et Dutreuil. Bah, t'as des gars de droite aussi là-dedans, c'est pour ça c'est encore... mais c'est de la droite mollassonne. Hein, oui. Il veut faire un peu l'équivalent de ce qu'avait fait Bayrou, mais version centre-gauche, quoi. Ah, c'est ça. Alors, sauf que Bayrou n'a jamais réussi à mettre la main sur le PS. Alors que Macron, lui, peut-être y arriver, ouais. C'est vrai. Moi qui aime toujours dire des choses intelligentes sur le fond des choses, parce que je dis ça parce que je suis récemment allé répondre aux insultes sur la chaîne Philo Voyou. Ah. Au sujet des philosophes à ne pas lire. D'ailleurs, si nos auditeurs veulent aller se marrer un peu, ils peuvent aller lire la verve lyrique de certains youtubeurs qui vraiment tout à coup deviennent intelligents lorsqu'il s'agit de critiquer. Et donc, ouais. Non, je voudrais dire, quand même, Macron, c'est la preuve que si tu te tapes ta prof de français, je dis ça parce que je suis prof de français, tu peux devenir quasiment un homme présidentiable. Non ? Mais maintenant, j'ai cru comprendre que la relation était consommée parce qu'on a les détails. Non, je ne suis pas au courant. Ah ben ça, disons que elle, c'était un grand. C'est là où c'est le génie de Macron, c'est de se présenter comme candidat anti-système alors que le type a manifestement, j'ai cru comprendre, a fait l'ENA, a été justement il était premier de la classe en français. C'est un vrai bourgeois dans le sens où il y a des histoires de fesses avec sa maîtresse. C'est le vrai bourgeois français. Je n'ai rien contre ça. Il y en a qui disent au PS, qui se bouchent le nez en disant que le type vient de Rothschild. Franchement, je trouve que c'est même positif qu'il ait eu une expérience professionnelle dans la finance. C'est un type qui lit, qui s'intéresse à tout ce qui est poésie. Il a été au conservatoire. C'est un peu esprit Renaissance. Sa prof de français, j'aurais jamais voulu se le faire s'il n'aimait pas la poésie. Il l'a eu avec ça sans doute, mais il l'a gardé. Tu veux que je te récite un poème? Et puis là, bam. Et Olivier, puisqu'on est dans la littérature, est-ce que c'est pas une réincarnation? My darling Laura Pallarese, Laura Nieto, or one other. Attends, j'ai un petit souci. Comment ça se fait? Attends. Ça enregistre là. Excuse-moi, ça y est. Ouais. C'est bon? Ouais, donc je te disais, est-ce que c'est pas une réincarnation de Rastignac, l'ami Macron? Ouais, c'est vrai, mais il y fait penser par bien des égards. Ouais. Mais tu vois, à titre personnel, je me posais même la question, je considérais peut-être de voir, est-ce que au premier tour, j'allais pas voter pour lui, juste pour être sûr d'éliminer le PS, pour me réserver le deuxième tour. Mais je me posais la question. Moi aussi. Moi aussi.
Parce que ça serait un moment si délicieux de voir la gueule de Cambadélis qui doit expliquer que bon, son parti où il voulait faire 300 000 militants, où il mente en permanence sur les chiffres, il se retrouve avec 8% à la présidentielle. J'attendrai de voir ce moment-là. Et en sachant qu'ils vont en plus s'entre-déchirer le soir de la présidentielle, ça va sortir à couteau tiré. Hollande, pour l'instant, il le ménage, mais ils vont l'assassiner. En mai, ce type va plus avoir le droit de mettre un pied dans une réunion avec des socialistes. C'est vrai. Macron ou Hollande? Hollande, en mai 2017, quand ils vont se prendre leur branlée, ils vont l'assassiner. Il est à la retraite, Hollande. Je sais, mais ils vont estimer que c'est son passif, en fait, qui est à l'origine du score du PS. Mais ouais, ils n'ont pas complètement tort. Enfin, ils ont... Mais d'un autre côté, c'est étonnant, c'est Macron qui utilise la politique de Hollande pour en tirer un bénéfice politique. Ouais, mais Damien, la différence, c'est que... Enfin, moi, ce que j'ai dit à des amis, j'aurais dit, écoutez, Macron, c'est la première fois que je vois un candidat de gauche qui est sympa. Tous les autres, depuis que je suis né, c'était toujours des connards. Ouais, c'est vrai. Bon, Jospin, c'était vieux protestant fan. Ségolène Royal, c'était une folle. Hollande, c'est un espèce d'insupportable. Enfin bon, je vous passe les détails. Macron, il est sympa. C'est vrai. Donc, l'activité m'oblige à reconnaître ça, quoi. Plus avec le facteur prof de français, moi je suis prêt à voter pour lui au premier tour. Mais Macron ne parlera jamais de civilisation. Macron se tient à distance de toutes les problématiques identitaires, car pour lui, l'économie est au cœur de tous les problèmes et l'économie est la solution de tous les problèmes. Mais comme ça, il surfe sur la vague. Ouais. Après, bon, je suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga de tous les problèmes. Quand tu vois que Matteo Renzi aussi venait de nulle part, jeune maire de Milan, si je ne me trompe pas, ou de Turin, je ne me souviens plus, qui avait une certaine fraîcheur en politique. Bon, ben, le système l'a craché comme un noyau d'olive au bout de quelques années. Donc, à voir. Je pense, si Macron passe, avec quelle majorité, on verra. Mais clairement, le système politique ne sera plus le même. Hein. Le paysage politique va être changé. Ouais, mais ça, c'est parce que le PS est en train de crever. Hein. Parce que ça, c'est Mais donc, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que si on avait à dresser, à brosser le portrait idéal de l'homme qu'on voudrait voir élu à la présidentielle, ça serait qui? Enfin, quels seraient les problèmes auxquels il devrait s'attaquer et comment il le ferait? Moi, je ne revendique pas nécessairement l'homme neuf, parce que l'homme neuf peut être un opportuniste aussi. Oui, bien sûr. Je comprends que l'homme en question sera un menteur, par définition, il fait de la politique. Il fait de la politique, tout à fait. Donc, voilà, par définition, il va un tout petit peu se foutre de notre gueule. Mais en fait, c'est essentiellement selon ses priorités. Et sa capacité à montrer que ses opinions politiques ne sont pas nées d'un positionnement politique conseillé par ses communicants, mais par des convictions personnelles. Thatcher disait « je ne fais pas une politique de consensus, je fais une politique de conviction ». Je me pose la question, est-ce que François Hollande a des convictions? Est-ce que Fillon a des convictions? Ce gars était donc, avec entre guillemets, tu appellerais de tes voeux un homme de fer ou une dame de fer? Oui, à ce stade-là, oui, je pense que de toute façon, on a essayé la mollesse, ça ne marche pas. Ouais. Et donc, en termes de programme et en termes de contenu aussi, tu irais du côté anglo-saxon sur le plan économique, bon, moi je suis un libéral de toute façon. Après, je me découvre, non, je suis un conservateur sur le plan sociétal. Et ça, c'est quelque chose en fait qui, quand tu vois Trump, des fois, tu as des ovnis comme ça qui apparaissent. Trump, c'est dur à classer sur le plan sociétal. Il est en fait plutôt pro-gay dans son passé. Sur le plan économique, c'est pas un libéral non plus. Le type est pour le protectionnisme. Maintenant, j'ai l'impression que l'aiguillomètre politique est en train de s'agiter et qu'on va avoir une floraison de candidatures assez atypiques qu'on n'avait pas dans le passé, qui va offrir plus de choix aux gens. Ouais. Pour l'instant, moi, j'ai aucun... Et je pense qu'on a tous passé 30 ans. On a acquis la conviction qu'il n'y a aucun candidat à idéaliser. Il n'y a que des candidats qui
propose plus ou moins de choses intéressantes. Mais aucun candidat n'est un homme providentiel. Ça. Pour moi, ça n'existe plus, ou ça n'a jamais existé. Je ne m'attends pas à un homme providentiel. Je m'attends à un outil politique dans lequel je pourrais m'inscrire pour. Ouais. Et toi, Nico, il ressemblerait à quoi en termes de contenu? Moi en termes de contenu, non, mais déjà, j'aimerais bien qu'il règle les problèmes de long terme, tu vois. On les connaît, c'est relativement connu, mais ce que j'aimerais pas, ce qui me dérange dans le système politique actuel, c'est qu'il y a une déconnexion entre les incitations politiques à court terme, qui sont d'être réélus au prochain coup, et puis les vrais problèmes de long terme, tu vois, comme l'islamisme, le terrorisme, l'immigration. On sait que c'est des trucs, ça va poser des problèmes pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, mais simplement, ça peut pas être résolu en 3 ans. Pour un homme politique, quand il regarde juste lui ce qu'il faut pour qu'il soit réélu, c'est de mettre ça de côté et puis de pas y toucher. Ouais. C'est ça qui est un peu grave. Après, pareil en économie finalement. Tu as aussi des gens comme Ségolène Royal qui se révèle sur le tard quand elle dit qu'à Cuba il n'y a aucun problème justement avec les droits de l'homme. Soit elle est très conne, soit elle me fait très plaisir dans le sens où c'est vrai qu'il y a des gens, on avait déjà parlé, les droits de l'homme, à titre personnel, je ne les vois pas universels. Quand tu vois sûr. Que tu as des immondes types qui se revendiquent d'être des êtres humains, alors que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas rattrapables et on les pulvérise quand ils sont en Syrie avec une petite bombe, mais on s'interdit de les liquider quand ils sont sur notre territoire. Et je ne sais pas si... Je sais pas si... Attends, excuse-moi juste parce qu'il va falloir conclure, mais je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, lu le discours de Boualem Sansal, qui est un écrivain algérien qui a été invité par la Fondation Varenne. Et le type raconte, il tape pas mal sur l'islamisme, mais le type raconte que sa petite ville universitaire de 50 000 habitants dans laquelle il habite, pas loin d'Alger, il y a une trentaine d'années, était une ville où il y avait une espèce de mosquée un peu genre coloniale, dans lequel il y avait 3 paysans qui venaient faire leur prière. Et il dit maintenant, il y a 15 mosquées qui sont flambant neuves, avec Internet, la climatisation, etc. etc. Et ces 15 mosquées ne sont pas suffisantes pour accueillir tous les fidèles. Et il dit, derrière ces fidèles, il n'y a pas que des terroristes, ou il n'y a pas des terroristes, je dirais même pas du tout. Il dit, c'est des gens qui vont faire leur métier de croyant. C'est inquiétant parce que, quelque part, en un sens, l'islamisme qu'on a en Algérie maintenant a une sorte de visage humain, et puis il s'est très bien installé, l'islamisme a bien fait son travail, et il dit par contre, voilà, nous on regarde la France et on s'inquiète. Et en France, il s'est passé exactement la même chose. Quand on compare le nombre de mosquées depuis 10 ans, enfin, il y a 10 ans, on prend peur. Mais si il y a 10 ans, on avait dit attention les mosquées, tu te faisais ranger dans la catégorie néo-nazie. À titre personnel, je n'aurais pas peur du nombre de mosquées, je serais plutôt inquiété par des églises qui se vident. Dans le sens où l'islam est manifestement une religion dynamique, le christianisme ne l'est plus. C'est les deux, Damien, qui sont inquiétants, c'est l'un comme l'autre. Ben oui, mais on est devenus des couilles molles identitaires. Et face à nous, on a des gens... qui sont déterminés, qui ont leur propre agenda. Tu sais, moi j'ai l'impression, j'ai lu quand même un certain nombre de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Franchement, tu regardes les nazis, c'était pas très différent finalement. Ils étaient tout, tu vois, il y avait plein de gens dans les années 30 qui disaient ah oui, nous on est des couilles molles, on n'y arrivera jamais. Et puis finalement c'est les autres qui étaient juste complètement fous. Et puis voilà, ça s'est mal fini pour eux. Donc moi, je pense que ça. Si tu veux, ce que Boualem Sansal dit, je sais pas si je suis prêt à l'accepter à sa valeur faciale, c'est-à-dire quand il dit oui, c'est juste des croyants, etc. Moi, je pense que dans le monde musulman, il y a une espèce de dynamique où l'ensemble de cette population est pris par une espèce de démon, quoi. Voilà, il y a des guerres partout, à toutes les frontières du monde musulman, et on va en avoir pour des décennies, et je pense que ça va mal se finir, et comme ça s'est mal fini avec les Allemands et les Japonais après la Seconde Guerre mondiale, et je faisais la réflexion,
quelqu'un que je connais qui est un haut gradé dans l'armée, je lui disais, bah, écoutez, vous voyez, les Allemands, après la Première Guerre mondiale, ça leur avait pas suffi, donc il y a eu la deuxième, et puis à la fin, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vraiment les calmer un bon coup, une bonne fois pour toutes? Eh ben, on a brûlé toute la ville de Dresde, quoi. Ça a fait 250 000 morts. Alors, par contre, depuis, ils ont bien compris. Ouais, Mais, c'est bon, on a compris. J'ai dit, si ça se trouve, alors moi, oui, je serai probablement pas celui qui sera dans l'avion pour larguer les bombes, mais si ça se trouve, ça va se finir comme ça aussi, quoi. Ouais, bon, et donc pour en revenir à ma question, moi, l'homme politique que j'aimerais voir, c'est quelqu'un qui serait un peu comme Trump, malheureusement. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire, voilà, voici les problèmes de civilisation, voici l'islamisme, j'ai bien dit islamisme et pas islam. L'islamisme est un énorme problème et il faut qu'on s'attaque à ça. Parce que le libéralisme, c'est pas un problème. C'est pas ça. Enfin, je veux dire, ça, je pense qu'en France, l'économie de marché, ça va. Enfin, je veux dire, le socialisme, le social-communisme dont on a fait les frais, il va finir par mourir tout seul. Mais là, on ne se relèvera pas de cette vague de conquête religieuse, culturelle et civilisationnelle. On ne va pas s'en relever. Donc, ce que je trouve pénible et même qui me pousse à me détourner de regarder toute nouvelle information ou quoi que ce soit, c'est de voir que personne n'a les couilles de dire voilà, on va reprendre ce flambeau, c'est une guerre de civilisation, enfin, du moins, Ça commence un peu. Voilà. Combien de bombes ou combien d'attentats il faudra encore pour que, c'est ça, ouais. Il a les fallu mecs se disent 250 bon, morts pour que. ça va, c'est pas trop risqué, je peux faire mon petit discours anti-islamisme. C'est quand même terrible. On verra si justement c'est de quel bois est fait. Et Obama, en un sens, paye les pots cassés de sa mollesse. Parce que Trump, il a suffi que Trump fasse une révélation, chose qu'il ne fera jamais sur les musulmans, et quelque part, il a reculé les votes de toute cette population qui est inquiète pour la civilisation, et ils ont raison. Après, là où on est en désaccord, c'est que je pense il y a, on en connaît, tu as des musulmans qui se prennent pas la tête, quoi, qui vont ça de temps en temps. Ouais, mais Damien, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai des collègues, musulmans, marocains, ils sont très sympas, je m'entends très bien avec eux. Tout se passe très bien et voilà, c'est pas du tout à eux que je pense. Mais c'est comme si on avait dit dans les années 30, tu vois, oui, mais tous les Allemands sont pas nazis. Bah ouais, tous les Allemands sont pas nazis, mais sauf que c'était Adolphe qui donnait les ordres et surtout, en fait, il y a ce chantage psychologique où en 1935, si tu étais allemand mais anti-nazi, bah, on te disait t'es un traître. Et aujourd'hui, un islamiste va dire à un musulman, t'es un traître, tu vois. Non, je nie pas qu'il y a clairement, au cœur de l'islam, il y a une lutte d'influence énorme entre les salafistes et les autres. Mais moi, l'idée, c'est qu'il faut, à terme, pour un jour, j'espère, je suis en train de relire Huntington, Clash des civilisations, pour un jour, justement, essayer d'éteindre les salafistes, leur influence, c'est de garder cette main tendue vers les musulmans. Comme on n'a pas exterminé les Allemands en 1945. On n'exterminera pas plus les musulmans. C'est une belle conclusion, le coup de la main tendue. Non, mais tendons la main à la majorité silencieuse, et puis montrons le poing à la minorité violente. Ouais. Ok, merci beaucoup, et on se retrouve la fois prochaine. Allez. Et